Bonjour, bienvenue à notre séminaire de ce jour concernant la formation. Je m'appelle Estelle Renard, je suis avocate spécialisée en droit social chez Lydiane et je présente ce séminaire ce jour avec ma collègue Alessandra Salawa qui nous rejoindra un peu plus tard pour la seconde partie de cet exposé. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois vous faire quelques communications de service. Concernant en fait des informations pratiques. Donc, si vous voulez avoir une copie de la présentation, vous la trouverez à droite de votre écran. Il y a un onglet Handouts. Si vous appuyez dessus, vous pourrez télécharger la présentation sous format PDF. Durant le séminaire, on va vous poser deux questions sondage. Je les annoncerai et alors vous aurez la possibilité de répondre à ces questions en ligne. Après le séminaire, vous recevrez par email un certificat comme quoi vous avez bien participé à ce séminaire. Et enfin, vous pouvez poser pendant le séminaire vos questions dans le chat box qui s'affiche également à droite de votre écran. Mais vu le temps qui nous est imparti, nous répondrons à ces questions par email après le séminaire. Voilà, et nous pouvons maintenant commencer. Alors, que verrons-nous ensemble aujourd'hui ? Dans un premier temps, nous verrons ensemble le cadre légal général. On va vous rappeler un peu les principes. Quelle est l'obligation de formation de l'employeur? Quels sont les droits? Combien est-ce que ça coûte? Comment est-ce qu'on concrétise ces obligations de formation? Dans un deuxième temps, nous allons nous attarder plus spécifiquement sur certaines questions plus particulières que nous rencontrons souvent dans la pratique. Donc, comme par exemple le congé d'éducation payé, la clause d'écolage, mais également la formation comme outil de rémunération, comme mode alternatif de rémunération. Et enfin, nous terminerons avec quelques suggestions, quelques points d'attention, quelques tout doux qui seraient utiles dans la pratique dans votre entreprise. Alors, avant de commencer, tout d'abord, pourquoi ce séminaire? C'est parce que nous nous sommes rendus compte que dans la pratique, nous recevons quand même régulièrement des questions des employeurs sur les formations. Quelle formation est-ce que je dois fournir aux travailleurs? Est-ce que j'ai une obligation? Combien de jours? Combien ça va me coûter? Est-ce que je peux avoir un remboursement ou non pour ces formations? Et bien que la matière ne soit pas vraiment neuve, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution ces derniers temps, nous pensons quand même qu'il était utile de rafraîchir un peu les connaissances et peut-être également de vous apprendre ou d'attirer votre attention sur quelques points que vous ne connaissiez pas encore. Alors, pourquoi la formation? Donc, la formation, en fait, l'obligation de fournir des jours de formation se trouve dans la loi. La loi qui s'applique actuellement, c'est la loi sur le travail faisable et maniable, qui prévoit en fait que d'un point de vue interprofessionnel, il faut fournir un effort de formation équivalent à 5 jours, en moyenne par équivalent temps plein par an. Quand on lit cette loi, on voit en fait que la partie sur la formation se trouve sous le titre « Investir dans la formation ». Et la raison pour laquelle le législateur a considéré qu'il était important de quelque part obliger les employeurs à fournir des formations aux travailleurs était pour la simple et bonne raison que le gouvernement estime qu'il est important pour les travailleurs pour se valoriser sur le marché de l'emploi et également leur assurer le maintien de leurs connaissances pour un maintien également sur le marché de l'emploi pendant une plus longue période. C'est-à-dire qu'on a des travailleurs qui sont plus âgés et donc pour s'assurer que ceux-ci restent compétitifs sur le marché de l'emploi et puissent continuer à se valoriser et à être utiles pour l'employeur, il est important de fournir aux travailleurs une formation pour le développement de leurs compétences. Alors avant la loi sur le travail faisable et maniable, il y avait déjà une obligation de fournir des formations. Ça s'exprimait en fait sous la forme d'un pourcentage de la masse salariale et en cas de non-respect, il pouvait y avoir des sanctions et ces règles-là ont été jugées discriminatoires par la Cour constitutionnelle et donc le législateur en 2017, dans la loi sur le travail faisable et maniable, a décidé d'introduire ces nouveaux objectifs qui, dans la loi même, n'est plus sanctionné en fait comme c'était avant. Et donc, les 5 jours, c'est un objectif à atteindre. La loi elle-même ne fixe pas de durée ou de délai dans lequel cet objectif doit être atteint, mais nous verrons par la suite comment il peut être atteint, mais en tout cas, il doit être atteint progressivement. Alors, quel est le champ d'application de la loi? En fait, la loi vise tous les employeurs qui sont également soumis au champ d'application de la loi sur les CCT. Donc, en principe, ça vise tous les employeurs du secteur
privées. Il y a également quelques exceptions. Donc, pour les petites entreprises qui comptent moins de 10 travailleurs, elles sont exclues du champ d'application. Et quand on lit les travaux préparatoires, on voit que c'est pour la simple et bonne raison que les formations dans ce type d'entreprise sont généralement informelles, fournies en interne par l'employeur. Et donc, il a été considéré qu'il n'était pas nécessaire d'imposer à des petites structures cette obligation de fournir des jours de formation. Et pour les employeurs occupant entre 10 et 20 travailleurs, il y a un système dérogatoire qui est d'application et qui a été fixé par arrêté royal. Quand on parle de formation, mais quelle formation vise-t-on? En fait, la loi sur le travail faisable et maniable définit les formations et en fait fait une distinction entre deux types de formations. Donc, deux types de formations qui peuvent être offertes par l'employeur dans le cadre de cet objectif de 5 jours par équivalent temps plein en moyenne par an. Et donc, la loi fait la distinction entre les formations formelles et les formations informelles. Que faut-il entendre par formation formelle? Ce sont en fait les formations qui sont conçues par des formateurs ou des orateurs qui ont lieu en dehors du lieu de travail et qui donnent généralement droit ou à la suite de laquelle il y a délivrance en fait d'une attestation ou d'un certificat de formation. À l'opposé, on a les formations informelles. Les formations informelles, ce sont toutes celles qui ne sont pas formelles. Ce sont celles en fait qui sont par exemple organisées au sein de l'entreprise, qui ne donnent pas lieu à la délivrance d'un certificat et qui sous-entendent quelque part dans le chef du travailleur un haut degré d'auto-organisation. Et donc la loi vise les deux formations et donc les deux types de formations peuvent être offertes dans le cadre de cet objectif qui doit être atteint. Alors, comment va-t-on mettre en œuvre finalement de manière pratique cet objectif de formation? La loi prévoit en fait trois façons. Donc, soit une CCT au niveau sectoriel, c'est-à-dire que les différents secteurs avaient la possibilité d'adopter une CCT dans laquelle ils prévoyaient les obligations de l'employeur en matière de formation et comment progressivement on arriverait à ces 5 jours par équivalent temps plein par an en moyenne. La deuxième possibilité, c'était de prolonger une CCT déjà existante. Et puis, troisième possibilité, imaginons que vous soyez dans un secteur qui n'a finalement pas adopté de CCT particulière quant à la formation. L'employeur avait lui-même la possibilité de concrétiser cette obligation de formation par le biais d'un compte formation individuelle. Mais on va en revenir en détail sur ces différents moyens par la suite. Et puis, comme je vous le disais, il y a un arrêté royal concernant le régime dérogatoire pour les employeurs qui comptent ou qui occupent entre 10 et 20 travailleurs maximum. Alors, comme dit également au début de notre exposé, pour l'instant, la loi ne prévoit pas de sanctions spécifiques en cas de non-respect. Toutefois, la loi prévoit également que si l'objectif de formation n'a pas été concrétisé par une CCT ou par un compte de formation individuelle au niveau de l'entreprise, il y a au sein de l'entreprise un droit à 2 jours de formation par équivalent temps plein par an. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, imaginons que la CCT n'ait rien prévu, vous n'avez pas mis en place un compte de formation individuelle, dans l'entreprise, il y a ce droit à 2 jours. Et donc, imaginons que vous avez en moyenne 50 équivalents temps plein. Chacun 2 jours, on arrive à 100 jours. Et donc, vous avez 100 jours de formation par an que vous devez répartir de manière équilibrée entre les différents travailleurs. Ça ne veut pas dire que chaque travailleur a droit à 2 jours. Il est possible qu'un travailleur a des besoins de formation qui soient plus élevés que d'autres travailleurs. Et donc, il se pourrait qu'un travailleur ait 3 jours et un autre 1. Mais de manière générale, il faut répartir ça de manière équilibrée. Alors, en ce qui concerne la mise en œuvre, vous voyez, nous allons voir maintenant les différents moyens de mise en œuvre, donc la CCT sectorielle, le compte de formation individuelle, le régime dérogatoire, mais on va également vous parler des possibles contrôles et sanctions, mais également d'une nouveauté en matière de formation sur le plan fiscal. Alors, en ce qui concerne la CCT sectorielle, il n'y a pas vraiment moyen de dégager une ligne commune. Comme je vous le disais, l'objectif de formation pouvait également se concrétiser donc par l'adoption d'une CCT au niveau sectoriel et la plupart des secteurs l'ont fait, mais chaque secteur prévoit des règles un peu différentes. Et donc, on ne va pas vous faire ici une liste exhaustive de toutes les règles qui s'appliquent dans tous les secteurs, mais nous avons choisi quelques secteurs qui nous paraissaient les plus importants, les plus représentatifs aussi des employeurs
pour lesquels nous avons traité des questions dans cette matière. Et donc, on va vous parler plus en détail de ces différentes commissions paritaires et des règles qui sont applicables en leur sein. Donc, on va d'abord commencer par la commission paritaire numéro 200, celle qu'on rencontre le plus souvent en fait, et qui est la commission paritaire auxiliaire pour les employés. On va également aborder la commission paritaire de la logistique, la CP 226, la CP 306 qui est la CP en fait des assurances, et puis comme dernière commission paritaire, nous avons la commission paritaire des banques. Donc en ce qui concerne la CP 200, on a une CCT qui est actuellement applicable jusqu'au 31 décembre 2021 et elle prévoit deux objectifs différents. Elle prévoit que pour les entreprises qui comptent plus de 20 travailleurs, l'employeur doit prévoir 5 jours de formation par an en moyenne par équivalent temps plein, alors que pour les entreprises qui comptent moins de 20 travailleurs, c'est 4 jours en moyenne par an par équivalent temps plein. La CCT prévoit toute une série de choses, le fait que, par exemple, au niveau de cette commission paritaire-là, c'est le fonds social ou le fonds de formation, c'est le Sephora. Donc, il y a pas mal d'informations sur le Sephora dans cette CCT. Le fait que les travailleurs peuvent, même en dehors de l'obligation de l'employeur de leur fournir des formations, activer un droit à des formations supplémentaires au sein de la commission paritaire. Et donc, comme vous le voyez, le travailleur a effectivement le droit d'activer son droit à la formation au sein du Sephora, moyennant une proposition écrite à l'employeur, dans lequel il dit également quelle formation Sephora il compte suivre ou il désire suivre. Et alors, il nécessite l'approbation de l'employeur et en cas de litige, il y a toute une procédure à suivre. En ce qui concerne la commission paritaire numéro 226, là, on a en fait eu une évolution progressive. Donc, dans un premier temps, parce que comme je vous le disais, cet objectif de 5 jours par équivalent temps plein par an, c'était en fait un objectif qui devait être atteint progressivement. Et donc, vous voyez ici la progression. On a tout d'abord un objectif de formation qui était d'abord de 8 jours pour la période 2019-2020, qui est monté à 9 jours en 2020-2021, qui va monter à 10 jours en 2021-2022, et puis à partir de 2025, ce sera toujours 10 jours par période de 2 ans. Et donc, en fait, dans les faits, par an, on arrive alors à 5 jours par travailleur en moyenne. Par ailleurs, dans cette commission paritaire-là, le fonds de formation est le fonds Logos, et ce fonds prévoit également des subventions pour les employeurs, et donc les employeurs qui fournissent des formations et qui ressortent à cette commission paritaire-là peuvent demander dans une certaine mesure, et si certaines conditions sont remplies, une intervention du fonds dans les frais de formation. Dans la CCT des assurances, on a encore un autre système. Vous le voyez, les systèmes sont un peu différents. Donc, on a 4 jours, 5 jours, 10 jours sur 2 ans. Et ici, pour déterminer le nombre de jours que l'employeur doit mettre à disposition, le nombre de jours de formation qu'il doit fournir aux travailleurs, on a encore un autre calcul, c'est-à-dire qu'on travaille avec un crédit formation. Et donc, on va multiplier le nombre d'équivalents temps plein par 4. Ça va donner un certain nombre. Ce nombre va être transformé en jours. Et puis, ces jours devront être répartis entre les membres du personnel. Et donc là, on vous donne un exemple. Donc, imaginons que vous avez un assureur qui emploie 100 personnes, 100 équivalents temps plein. Les 100 sont multipliés par 4. On a alors 400 jours et les 400 jours sont alors répartis entre les différents travailleurs. Ici également, le fonds sectoriel, c'est le FOPAS. Et le FOPAS prévoit également un crédit subvention pour les employeurs. Donc ici également, les employeurs peuvent demander une intervention du fonds dans leurs frais de formation. Et ensuite, nous avons la commission paritaire des banques. Et là, nous avons encore un autre système. Donc, pour les entreprises qui comptent plus de 750 travailleurs, on va multiplier le nombre d'équivalents temps plein par 5 pour arriver à un nombre de jours à répartir entre les travailleurs. Pour les banques occupant moins de 750 travailleurs, on va multiplier ce nombre par 4. Donc, vous le voyez, les règles sont différentes. Certaines commissions paritaires interviennent dans les frais et certaines autres non. Souvent, il faut également noter que les CCT en la matière sont plutôt obscures. Et donc, si vous avez la moindre question, si vous n'êtes pas sûr dans votre secteur quelles règles s'appliquent, c'est toujours aussi utile d'appeler une fois le fonds de formation du secteur, parce que généralement, ils peuvent donner des explications qui sont plus claires et aussi vous aiguiller éventuellement dans les formations qu'ils offrent, qui seraient gratuites, mais également dans les subventions qu'ils peuvent vous accorder pour les formations que vous octroyez à vos travailleurs. Donc, nous avons d'une part les CCT, je le disais, pour concrétiser cet objectif interprofessionnel de formation, on pouvait le faire par une CCT, mais imaginons maintenant que votre secteur n'ait pas adopté de CCT.
Vous pouvez également concrétiser cet objectif au niveau de votre entreprise par le biais d'un compte de formation individuel. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement un formulaire, papier ou électronique, que vous allez tenir pour chaque travailleur individuellement et dans lequel vous allez inscrire certaines mentions. Outre l'identité du travailleur, vous allez par exemple inscrire le nombre de jours auquel il a droit par an en termes de formation et également l'objectif de croissance, donc la trajectoire de croissance, comment vous allez arriver à un moment fournir 5 jours de formation par équivalent temps plein par an. Le travailleur a le droit, donc chaque nouveau travailleur qui entre en entreprise a le droit d'être informé du fait qu'il y a ce compte formation et qu'il a droit à ce compte formation. Le travailleur peut consulter le compte formation en question, il peut le corriger s'il y a des informations erronées et de manière spontanée, l'employeur va également communiquer chaque année sur ce compte formation pour informer le travailleur sur les données qui se trouvent dans ce compte formation. Comme je le disais, pour les employeurs qui occupent entre 10 et 20 travailleurs, il y a un régime dérogatoire qui s'applique. En fait, ils doivent également prévoir des formations au niveau de leur entreprise, mais l'objectif est moins élevé, c'est-à-dire qu'ils doivent au moins octroyer un jour de formation par équivalent temps plein. Ils doivent également prévoir un objectif de croissance et ils vont le faire également par le biais d'un compte formation. Alors, contrôle et sanctions, comme je le disais également au début de notre exposé, la loi en tant que telle ne prévoit pas de sanctions. Donc, imaginons qu'un employeur qui est au niveau sectoriel, rien de prévu, l'employeur ne met pas en place le compte formation individuel au sein de l'entreprise. La loi ne prévoit pas de sanctions. Par contre, il faut mentionner dans votre bilan social le nombre de jours de formation qui ont été suivis par vos travailleurs et en l'absence de cette mention, il peut y avoir des sanctions qui sont prévues dans le code pénal et social. Par ailleurs, imaginons qu'il y ait une CCT sectorielle que vous ne la respectez pas, vous encourez également des risques d'amende pour non-respect d'une CCT et par ailleurs, un travailleur qui n'aurait eu aucune formation alors qu'il avait un droit à cette formation pourrait également, éventuellement, outre une mise en demeure, réclamer des dommages et intérêts s'il arrive à démontrer qu'il a subi un dommage du fait de l'absence de formation. On voulait également attirer votre attention sur une nouveauté sur le plan fiscal. Et c'est relativement récent, donc ça date d'une loi du 20 décembre 2020. Et que prévoit cette loi? Elle prévoit, comme vous le savez, un employeur doit normalement retenir le précompte professionnel et verser celui-ci au trésor. C'est en fait une avance sur l'impôt du travailleur. Mais cette loi prévoit que l'employeur ne doit pas verser l'entièreté du précompte au trésor, mais peut retenir une partie. Et pourquoi est-ce que c'est prévu? C'est prévu justement pour pouvoir financer une partie des formations qui seront offertes par l'employeur. Mais il faut respecter certaines conditions. Il faut que le travailleur concerné soit dans l'entreprise depuis 6 mois. Il faut que la formation que l'employeur va payer constitue un frais professionnel en chef de l'employeur. Il faut par ailleurs que la formation remplisse certaines conditions, c'est-à-dire que ça va être une formation qui vient s'ajouter déjà aux obligations de formation qui sont prévues au niveau sectoriel ou au niveau du compte de formation individuelle et qui représente au moins 10 jours sur une période de 30 jours. Il y a certaines dérogations pour les PME et pour les entreprises qui fonctionnent avec des équipes ou en travail de nuit. Et il faut également que ces formations soient majoritairement des formations formelles. Les formations informelles ne peuvent représenter qu'une toute petite partie de la formation offerte. Et imaginons maintenant que vous remplissez toutes les conditions. Quel est l'avantage alors? C'est-à-dire que dans le mois où la personne suit cette formation, vous pouvez en fait retenir une partie du précompte qui s'élève à 11,75%, calculé sur un salaire plafonné de 3 500 €. Donc vous prenez 11,75% de 3 500 € et vous déduisez ça du précompte que vous auriez normalement dû verser au trésor. Et donc, cette différence, vous pouvez la garder justement dans cet objectif de financer les formations. Donc, c'est un incitant en fait pour les employeurs pour leur permettre de financer les formations. Et donc, on a ici de nouveau un peu cette preuve que le législateur met quand même fortement l'accent sur les formations et veut inciter aussi les employeurs à fournir ces formations. Au-delà de l'obligation légale d'offrir des formations, que ce soit au niveau d'une CCT sectorielle ou au niveau d'un compte de formation individuelle, nous pensons qu'il faut voir la formation aussi comme une réelle opportunité pour l'employeur et pour les travailleurs. D'une part, pour fidéliser les travailleurs, pour développer les connaissances, pour permettre aux travailleurs en fait, d'avoir une évolution professionnelle,
d'augmenter l'attractivité de l'entreprise et peut-être également même d'améliorer le bien-être. Parce que la loi sur le travail faisable et maniable prévoit aussi que les formations peuvent avoir un lien en fait avec le bien-être. Et donc, il faut quelque part se poser la question, surtout dans les temps que nous connaissons actuellement avec la crise Corona, est-ce qu'il n'est pas possible de, au-delà du développement personnel et des compétences professionnelles du travailleur, d'offrir des formations qui vont aussi lui permettre d'améliorer son bien-être en fait. Et donc, il faut également voir, au-delà de l'obligation, comme on le disait, la formation comme une opportunité dans l'entreprise. Alors, un point aussi qui est très important pour les employeurs, c'est combien cette formation va me coûter. Et donc, en principe, vous êtes libre de choisir la formation, vous en discutez bien évidemment avec le travailleur. Le travailleur peut faire également des propositions de formation, mais en principe, la formation est à votre charge. Maintenant, et comme je le disais, dans certains secteurs, les fonds vont intervenir en payant en fait une subvention à l'employeur qui ne couvrira pas tous les frais de la formation, mais au moins une partie. Et puis, ce qui est aussi important, c'est que certains fonds sectoriels proposent également, comme le Sephora, par exemple, de la CP200, des formations qui sont gratuites. Donc, c'est toujours intéressant de se renseigner au niveau sectoriel pour voir s'il n'y a pas moyen de limiter les coûts en proposant des formations gratuites aux travailleurs. Alors, nous en arrivons en fait à la fin de la première partie et donc vous voyez une question qui s'affiche sur votre écran. Donc, je vous propose d'y répondre. La question est: quel est l'objectif de croissance en moyenne par équivalent temps plein par an? Est-ce 8 jours, 5 jours ou 4 jours? Je vous laisse répondre. Voilà, nous avons ici les résultats. Je vois qu'une majorité a choisi la réponse B, qui est effectivement la bonne réponse. Donc, c'est effectivement en 5 jours. L'objectif à terme interprofessionnel est effectivement de 5 jours de formation par équivalent temps plein par an. Voilà, comme je le disais, nous arrivons à la fin de cette première partie. Nous allons commencer la deuxième partie et nous pencher plus spécifiquement sur des questions particulières, dont le congé éducation payée. Et je cède ici la parole à ma collègue Alessandra Salawa. Bonjour à tous, Alessandra Salawa. Je suis également avocate spécialisée en droit du travail au sein du cabinet Lydiane. Dans le cadre de cette section, nous allons aborder le système du congé éducation payée. Qu'est-ce que ce système? Il s'agit d'un mécanisme juridique octroyant à chaque travailleur le droit de suivre une formation agréée, que celle-ci soit professionnelle ou générale. Durant cette formation, le travailleur pourra s'absenter de son travail avec le maintien de sa rémunération normale à charge de l'employeur. Les règles gouvernant le congé éducation payée sont de deux ordres. Il y a premièrement une législation fédérale prévoyant un socle commun et d'autre part des règles spécifiques mises en place par chacune des régions et la communauté germanophone. Dans le cadre de ce socle commun, trois pans primordiaux de ce système sont mis en œuvre. Tout d'abord, la planification du congé éducation payée. Ensuite, le maintien du droit à la rémunération. Et enfin, la protection contre le licenciement. Comme nous l'avons vu dans la définition, le congé éducation payée est un droit du travailleur. Par conséquent, l'employeur ne peut pas s'y opposer et devra même le planifier. Pour ce faire, lorsque l'un de vos travailleurs souhaite faire usage de ce mécanisme, il devra introduire une demande formulée au moyen d'un certificat. Ce certificat attestera l'inscription à l'une ou l'autre formation agréée. Il devra être remis à l'employeur au plus tard le 31 octobre de chaque année scolaire. En principe, ce délai est strict, mais il existe deux exceptions. Ces deux exceptions sont l'inscription tardive du travailleur à une formation ou le changement d'employeur. Dans ce cadre, le travailleur pourra introduire une demande dans les 15 jours qui suivent cet événement. Le congé éducation est un droit du travailleur. Cependant, la planification de celui-ci doit se faire en accord avec l'employeur. Ces règles de planification sont importantes pour poursuivre l'objectif de la planification, donc permettre un équilibre entre la nécessité et la situation spécifique du travailleur d'une part,
et d'autre part, l'organisation interne, la bonne organisation de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle la loi prévoit des règles strictes en matière de planification. Vous verrez que donc, ces règles varient en fonction du nombre de travailleurs occupés au sein de l'entreprise. Pour déterminer le nombre de travailleurs occupés au sein de l'entreprise, c'est simple, il suffit tout simplement de se référer à la déclaration trimestrielle effectuée auprès de l'ONSS le 30 septembre de chaque année. Lorsque l'entreprise occupe moins de 20 travailleurs, l'employeur pourra s'opposer à l'absence simultanée de plus de 10% de son personnel, avec comme minimum au moins un travailleur au sein de l'entreprise. Lorsque l'entreprise occupe entre 20 et 50 travailleurs, l'employeur pourra s'opposer à l'absence simultanée de plus de 10% de son personnel occupant les mêmes fonctions, avec toujours ce minimum d'un travailleur par fonction dans ce cas-ci. Lorsque l'entreprise occupe plus de 50 travailleurs, la même condition s'applique. Cependant, dans ce cadre, le conseil d'entreprise ou la commission paritaire devra définir ce qu'il faut entendre par même fonction. La gestion pratique de la planification des absences en cas de congé éducation payée devra être organisée par le conseil d'entreprise au sein de l'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, la gestion revient de commun accord à l'employeur et à la délégation syndicale. En l'absence de délégation syndicale, cette gestion reviendra de commun accord à l'employeur et aux travailleurs. Ces règles prévues par la loi sont en principe strictes. Cependant, il existe deux dérogations. L'employeur peut décider d'adopter une CCT au sein de son entreprise et prévoir dans ce cadre-là des règles spécifiques de planification. Il est important de noter que dans les entreprises employant plus de 100 travailleurs, la CCT devra être signée par la délégation syndicale. Il est également possible de prévoir des règles spécifiques en cas d'événements imprévisibles ou de situations contraignantes. Il suffira alors pour l'employeur et le travailleur de fixer ces règles de commun accord. Ensuite, après avoir planifié ce congé, le travailleur va pouvoir débuter sa formation. Il pourra donc s'absenter de son travail et comme nous l'avons vu, il s'absentera avec le maintien de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle par l'employeur. La règle est donc assez simple. Il y a également une petite subtilité prévue par la loi. La loi prévoit en effet que la rémunération normale est en fait plafonnée. Pour l'année 2020-2021, ce plafond est fixé à 2 987 €. L'employeur pourra donc limiter le montant de la rémunération du travailleur à 2 987 €. Il s'agit simplement d'une faculté et non d'une obligation. Le travailleur maintient son droit à la rémunération pour autant qu'il reste de bonne foi et qu'il respecte les conditions. En cas de dol, l'employeur aura le droit de réclamer le remboursement de la rémunération indûment perçue par le travailleur. Qu'est-ce qu'il faut entendre par dol? Le dol peut correspondre à des situations comme un congé pris par le travailleur alors que son dernier examen s'est déjà déroulé, la prise de congé pour une formation non agréée ou encore la prise de congé alors que le congé éducation était suspendu en raison d'un manque d'assiduité du travailleur. Enfin, il est également possible que durant la relation de travail, l'employeur décide de mettre fin au contrat de travail du travailleur qui a introduit une demande de congé éducation ou qui a effectivement débuté sa formation. Il est important de noter dans ce cadre que la loi prévoit une protection spécifique pour ces travailleurs. Cela ne signifie pas que l'employeur ne pourra pas licencier le travailleur, mais le licenciement devra concerner des motifs étrangers au congé éducation. En cas de contestation, il appartient au travailleur d'établir l'existence de ces motifs étrangers. En l'absence de motifs ou en cas de motifs non étrangers au congé éducation, une indemnité de protection égale à 3 mois de rémunération est due
outre les autres indemnités légalement dues aux travailleurs. Et donc particulièrement important de faire attention à ce point spécifique. Ensuite, à côté de ce socle commun, il existe également des règles spécifiques applicables dans chacune des régions. Nous abordons dans un premier temps les règles spécifiques applicables à la région wallonne et à la région de Bruxelles-Capitale, puisque ces règles sont assez similaires, et nous reviendrons par après aux règles applicables à la région flamande. La première règle sur laquelle nous nous arrêtons sont les travailleurs concernés par le congé éducation payée. Les travailleurs visés par le congé éducation payée dans ces régions concernent les travailleurs du secteur privé ainsi que les contractuels d'une entreprise publique autonome. Donc, les travailleurs du secteur public et les professeurs sont exclus du congé éducation payée. Il est important de noter que le congé éducation payée s'applique tant aux travailleurs à temps plein qu'aux travailleurs à temps partiel. Il y a quelques règles particulières concernant le mi-temps. Le congé éducation ne pourra être pris que durant le temps de travail. En ce qui concerne le crédit temps et le congé parental, dans ce cadre-là, les travailleurs sont assimilés à des travailleurs à temps partiel. Le travailleur peut suivre une formation durant le congé éducation d'une certaine durée, mais qui n'est pas illimitée. La loi prévoit en effet un plafond. Ce plafond varie entre 80 et 120 heures en fonction de la formation choisie par le travailleur. Ce plafond pourra être augmenté jusqu'à 180 heures lorsque la formation concerne des métiers en pénurie ou des cours permettant d'obtenir une éducation de base ou le premier diplôme du secondaire supérieur. Enfin, comme nous l'avons dit, l'employeur est tenu de payer la rémunération du travailleur durant ce congé éducation. Cela peut représenter évidemment un coût important pour l'employeur, mais il a le droit de demander un remboursement forfaitaire auprès des organismes compétents au sein de chacune des régions. Il est également important de noter que le remboursement n'est possible que pour une formation agréée. Certaines le sont d'office, d'autres doivent faire l'objet d'une procédure d'agrément auprès de la commission compétente. En ce qui concerne les modalités et les conditions particulières, nous vous renvoyons donc à nos slides ou au site de chacune des régions où ces conditions sont particulièrement bien détaillées. En ce qui concerne la région flamande, la situation est particulière puisque le congé éducation payée a été remplacé par le congé de formation flamand le 1er septembre 2019. Par conséquent, le congé éducation payée en tant que tel n'est plus appliqué à part pour les formations pluriannuelles qui ont débuté avant cette date et qui restent soumises au système du congé éducation payée jusqu'au 31 décembre 2021. Ici, les règles sont un peu différentes concernant les travailleurs visés par le congé éducation payée, puisqu'il concerne uniquement les travailleurs du secteur privé. À nouveau, le système ici spécifique du congé de formation flamand s'applique également, donc s'applique aux travailleurs à temps plein, mais également aux travailleurs à temps partiel qui effectuent au moins 50% du temps de travail applicable au sein de l'entreprise. Le plafond est également différent puisque le travailleur ne pourra bénéficier que de 125 heures de formation, ce qui est déjà pas mal, mais ce plafond ne varie pas en fonction de la formation suivie par le travailleur. Dans le cadre du congé éducation flamand, du congé de formation flamand, excusez-moi, l'employeur pourra également bénéficier du remboursement d'une partie des frais de formation. Pour ce faire, il devra introduire une demande donc, auprès de l'organisme compétent. Et ici, la formation doit également être agréée. La particularité, c'est que toutes les formations doivent être choisies par le travailleur directement dans la base de données officielle du gouvernement flamand. Il n'est donc pas possible de demander l'agrément
d'une formation. Je laisse la parole à ma collègue Estelle Renard pour la suite de ce séminaire. Merci Alessandra. Donc, je vais reprendre la dernière partie en fait de ce séminaire parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. Et je vais vous parler plus particulièrement de la clause d'écolage. Donc, la clause d'écolage, là également, nous rendons compte que nous avons régulièrement des questions sur cette clause et qu'il n'est pas toujours clair quand celle-ci s'applique, si celle-ci est d'application, si elle est utile en fait pour l'employeur. J'imagine que la plupart d'entre vous auront déjà entendu parler de cette clause, mais on va rapidement rappeler qu'est-ce que la clause d'écolage. En fait, la clause d'écolage est une clause qu'on va introduire dans le contrat de travail ou dans une annexe au contrat de travail et qui va prévoir que l'employeur va financer en fait une formation pour le travailleur et le travailleur en contrepartie va s'engager, s'il quitte l'entreprise avant une certaine date, à rembourser une certaine partie de cette formation. Et donc l'objectif, c'est en fait de rentabiliser l'investissement qui a été consenti par l'employeur au travailleur et ainsi d'éviter que, après avoir payé par exemple un master complémentaire qui était relativement cher, relativement onéreux, éviter que le travailleur s'en aille avec ses nouvelles connaissances et pour lesquelles en fait l'ex-employeur a payé et le nouvel employeur va en bénéficier. Alors, quelles sont les règles ou quelles sont les conditions pour pouvoir conclure une telle clause? Donc, est-ce que tous les travailleurs peuvent conclure une telle clause? Est-ce que c'est valable pour toutes les formations? Non. Donc, quelles sont les formations visées? Ce sont les formations spécifiques qui permettent en fait aux travailleurs d'acquérir des nouvelles compétences professionnelles qui peuvent, le cas échéant, être également valorisées en dehors de l'entreprise. Donc, la clause d'écolage ne peut être conclue que pour ce type de formation. Par ailleurs, la formation ne va pas être imposée dans un cadre légal ou réglementaire, donc ça ne va pas être une formation qui est en fait obligatoire pour la fonction à exercer par le travailleur, à l'exception des formations qui concernent un métier en pénurie ou des fonctions difficiles à remplir. Par ailleurs, il y a également une condition de durée, donc on parle ici de formations qui durent au moins 80 heures ou alors qui représentent un certain coût. Donc, il y a certaines formations, une formation par exemple qui dure 2 heures et qui a coûté 500 €, mais ne peut pas faire l'objet d'une clause d'écolage. Il faut également qu'on soit dans le cadre d'un CDI, donc le travailleur doit être sous contrat à durée indéterminée. Ce n'est pas possible de conclure une clause d'écolage dans le cas d'un CDD. Et il y a encore une autre condition, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus la conclure pour n'importe quel type de travailleur. Il faut que le travailleur, et c'est un peu la même chose pour les clauses de non-concurrence en fait, ait un certain seuil de rémunération. Et actuellement, en 2021, pour qu'une clause d'écolage soit valablement conclue avec un travailleur, il faut qu'il gagne annuellement au moins 36 201 €. La loi ne précise pas en fait si on va apprécier cette condition au moment où on conclut la clause, au moment où elle va sortir ses effets, c'est-à-dire par exemple quand la personne quitte l'entreprise et alors doit rembourser une partie de la formation qu'il a suivie, mais un peu par analogie avec la clause de non-concurrence, on considère en fait que c'est le montant au moment où la clause va sortir ses effets. Alors, en ce qui concerne le contenu de cette clause, les conditions, en fait, les mentions obligatoires sont prévues dans la loi du 3 juillet 78 sur les contrats de travail. Les mentions sont prévues à peine limitée, donc ce sont des mentions strictes. Il faut décrire la formation, il faut indiquer la durée de cette formation, le lieu où la formation va avoir lieu, ainsi que le coût de cette formation. Si on ne peut pas la déterminer, ou enfin, si on ne connaît pas encore le coût, les éléments qui permettent de déterminer son coût, la date de début et la durée de validité de la clause, ainsi que le montant du remboursement que le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur. Mais la clause en question pose quand même quelques problèmes en pratique. Et pourquoi? Parce que la loi prévoit en fait que, imaginons que le travailleur va suivre une formation qui donne lieu à la délivrance d'une attestation, et pour ce type de formation qui dure 80 heures ou qui représente un certain coût, c'est généralement le cas. Donc le travailleur va, dans la plupart des cas, avoir une formation, il va recevoir un diplôme, une attestation. Et là, la loi dit que la clause d'écolage ne peut débuter au plus tôt qu'au moment où la personne a reçu son diplôme. Mais dans la pratique, ça pose quand même pas mal de problèmes, puisque imaginons que vous ayez une formation onéreuse qui commence en septembre, qui se termine quelque part en mai et le diplôme est délivré qu'en juin. Que se passe-t-il si le travailleur démissionne après 6 mois, donc en plein milieu de la formation, ou démissionne, par exemple, s'en va juste après avoir fini ses examens, mais avant d'avoir reçu son attestation? La
plus grande majorité des auteurs pensent alors, et sur une lecture littérale en fait de la loi, qu'à ce moment-là, la clause décollage ne peut pas sortir ses effets, de telle sorte que l'employeur ne peut pas en fait demander le remboursement parce que la clause n'a pas encore pu commencer à courir. Donc, il y a aussi des auteurs minoritaires qui pensent que ça pourrait quand même s'appliquer, mais donc c'est relativement problématique. La situation n'est pas tout à fait claire et donc il est possible que vous allez payer cette formation, mais que le travailleur s'en va en cours de route ou s'en va juste après la fin des examens, mais avant d'avoir l'attestation, et alors vous n'avez pas la possibilité de demander le remboursement. Ensuite, la clause décollage ne va pas produire ses effets dans certaines circonstances. Donc, par exemple, lorsqu'il est mis fin au contrat pendant les 6 premiers mois. Et après cette période, lorsque l'employeur décide lui-même de licencier le travailleur sans motif grave, ou si le travailleur, lui, ne va pas simplement démissionner, mais va en fait quitter l'entreprise en raison d'un motif grave dans le chef de l'employeur. Et cette clause ne s'applique pas non plus dans le cadre d'une restructuration. Alors, on parlait de remboursement, mais à combien s'élève ce remboursement? Donc, est-ce que l'employeur peut réclamer, en fait, si la clause est valable et si elle sort ses effets, le travailleur qui s'en va, est-ce qu'il peut réclamer la totalité du coût de la formation? Eh bien non, parce que la loi limite en fait le remboursement et ce remboursement doit être dégressif. Donc, en ce qui concerne la clause, donc elle aura une certaine durée. La loi prévoit que la durée maximale est de 3 ans, mais elle doit être aussi déterminée en fonction en fait de la durée et du coût de cette formation. Et dans tous les cas, lorsqu'on a cette clause, imaginons que le travailleur quitte l'entreprise pendant le premier tiers de la période convenue, il devra rembourser tout au plus 80% du coût de la formation. S'il s'en va entre le premier tiers et le deuxième tiers, il devra rembourser tout au plus 50%. Et s'il s'en va dans le dernier tiers, alors il ne devra rembourser que 20% du coût de la formation. Et par ailleurs, dans tous les cas, le remboursement qu'il devra effectuer ne peut jamais dépasser 30% de sa rémunération annuelle. Donc, on le voit, finalement, cette clause décollage est quand même relativement contraignante et n'offre pas toujours une protection suffisante à l'employeur. Mais donc, la question est la suivante. Y aurait-il d'autres pistes qui permettraient à l'employeur de se protéger mieux que dans le cadre d'une clause décollage qui éventuellement ne s'appliquera pas ou prévoira un remboursement qui n'est pas suffisant? Une autre piste serait par exemple le prêt sans intérêt en vue de financer une formation. Donc le but serait de faire un prêt au travailleur et de dire, écoute, si après telle durée tu es encore dans l'entreprise, tu ne vas pas rembourser le prêt. Une autre possibilité, ce serait le travailleur qui paye lui-même la formation et l'employeur qui prévoit un remboursement mensuel pendant le temps où l'employé ou le travailleur est encore dans l'entreprise. Et on prévoit également que s'il quitte avant telle ou telle date, l'employeur arrêtera les remboursements. Encore une autre possibilité, ce serait par exemple le paiement échelonné, donc un accord avec la haute école ou l'université que la formation serait payée en plusieurs fois et que si le travailleur quitte, c'est lui qui doit payer le reste de la formation. Mais dans ces 3 cas, se posent bien évidemment d'autres questions. Par exemple, un prêt sans intérêt qui a été donné à un travailleur, est-ce que ce n'est pas quelque part de la rémunération? Comment est-ce que ça doit être traité d'un point de vue fiscal et de sécurité sociale? C'est la même chose pour le remboursement de la formation. Donc, si c'est le travailleur qui paye la formation, mais vous lui remboursez mensuellement un montant qui correspond au coût de cette formation, est-ce qu'on ne peut pas quelque part considérer que ce remboursement mensuel est de la rémunération? Donc, ce sont toutes des questions qu'il faut se poser. Et si vous trouvez dans ce cas de figure, il peut être aussi intéressant alors de demander un ruling, par exemple, à l'administration fiscale, pour voir si la construction que vous avez en tête, est-ce que ça va être considéré comme de la rémunération ou non? Comment ça va être imposé? Comment ça va être taxé? Mais donc, vous voyez, il y a également d'autres pistes, d'autres mécanismes qui permettent quelque part d'éviter d'avoir recours à cette clause décollage qui finalement, dans certains cas, peut paraître un peu contraignante et parfois même non applicable. Alors, nous venons maintenant à la dernière question sondage de ce jour. Ce n'était pas écrit sur les slides, mais je l'ai dit lors de ma présentation. Donc, quelle est la durée maximale d'une clause décollage? Est-ce que c'est A, 5 ans, B, 3 ans ou C, 7 ans? Je vous laisse répondre. Les résultats sont là. Je vois que une grande majorité, 75%, a coché la réponse B, 3 ans. C'est effectivement la bonne réponse. Donc, la durée maximale prévue par la loi pour une clause décollage est de 3 ans. Nous venons maintenant à la dernière partie en fait, de cet exposé, la dernière des questions particulières, c'est la formation comme mode alternatif de rémunération.
C'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas souvent, mais la rémunération, enfin la formation, pardon, comme un GSM ou une voiture de société peut constituer un avantage rémunératoire. Et donc, c'est un avantage qu'on peut rencontrer, par exemple, dans le cadre d'un plan cafétéria. Vous en aurez certainement entendu parler. Et juste pour vous rappeler rapidement la définition, qu'est-ce qu'un plan cafétéria? C'est en fait c'est un système de rémunération flexible dans lequel l'employeur va de toute façon payer une certaine partie de la rémunération sous forme d'espèces, mais va également permettre au travailleur de choisir lui-même dans un budget ou parmi les avantages qui ont été déterminés, les avantages qu'il veut recevoir comme avantages en nature, comme avantages supplémentaires par rapport à sa rémunération de base. Le plan cafétéria, il n'y a pas de règles spécifiques. Concrètement, et comme je le disais, il y aura la rémunération mensuelle brute et certains avantages qu'il aura sélectionnés. Parmi ces avantages, on retrouve de manière traditionnelle, en fait, la voiture de société, les jours de congé, le GSM, mais il peut également y avoir la formation. Alors, comment mettons en œuvre un plan cafétéria? Soit par une société d'entreprise, soit une politique générale, et alors on signe en plus des conventions individuelles avec les travailleurs, mais également par le biais du règlement de travail. Mais l'instrument qui sera choisi dans votre entreprise, ça dépend un peu de la structure de la société et des besoins de l'entreprise. Alors, en ce qui concerne le coût, en fait, le plan cafétéria n'est pas traité de manière fiscale ou sécurité sociale de la même manière, donc il faudra voir avantage par avantage comment ils sont traités. Dans certains cas, la formation pourra effectivement être considérée comme de la rémunération et donc il faudra un peu voir au cas par cas quel sera le traitement fiscal et de sécurité sociale. Pour la petite histoire, nous avons vu hier un article, mais qui date déjà d'il y a 2 ans, d'un secrétariat social qui a fait une enquête en fait parmi ses membres et qui s'est un peu renseigné sur le plan cafétéria et la formation comme élément de ce plan cafétéria. Et donc on voit aujourd'hui que parmi les travailleurs auxquels on avait laissé la possibilité de choisir le plan, enfin la formation comme avantage dans le cadre d'un plan cafétéria, seuls 7% des travailleurs avaient finalement opté pour la formation. Alors que quand on voit les employeurs, parmi les employeurs, il y a quand même 16% qui considèrent que la formation est un élément aussi valable qu'une voiture de société ou un GSM dans le cadre d'un plan cafétéria. Et donc, il y a un peu une différence d'opinion, on va dire, entre les travailleurs et les employeurs, les uns considérant la formation au moins comme un avantage et les autres considérant que la formation, finalement, est quand même un avantage valable qui peut être repris dans le cadre d'un plan cafétéria. Et donc, si vous décidiez d'inclure ce type d'avantage dans un plan cafétéria, ça pourrait quand même être intéressant, mais alors je pense qu'il faut rendre ça de manière, rendre ça plus attrayant pour le travailleur et essayer aussi de trouver des formations qui sont peut-être un peu tailor-made, voir quels sont les besoins au sein de l'entreprise. Et là également, je retourne à ce que je disais en début de séminaire, voir la formation comme une opportunité et voir comment on peut présenter ça aussi aux travailleurs comme étant peut-être plus utile pour eux qu'une tablette qu'ils peuvent utiliser à des fins privées. Et même pour l'employeur, finalement, c'est un meilleur investissement puisque à terme, on aura des travailleurs qui seront mieux formés et plus épanouis dans leur travail. Donc, quelque part, c'est aussi une situation win-win pour les deux, mais il faut encore essayer, oui, de vendre quelque part la formation aux travailleurs et de rendre ça plus attrayant pour eux. Alors, nous en venons maintenant à la toute dernière partie de ce séminaire. C'est en fait la liste avec les to-do. On a listé certains éléments qui nous paraissaient utiles dans le cadre de votre pratique en entreprise. Vous voyez, nous avons listé 6 points. Donc, je pense que dans un premier temps, il est important que vous vérifiez si au niveau sectoriel, quelque chose est prévu, si vous respectez bien ces règles sectorielles et si vous comprenez aussi ces règles sectorielles. Puisque, comme je le disais, souvent les CT sont obscurs et parfois, il est donc bien de prendre contact avec la commission paritaire, avec le fonds sectoriel, pour avoir des explications additionnelles aussi sur les remboursements. Comme je le disais, et ça rejoint en fait le point 2, faites appel aux différentes aides financières qui sont à votre disposition au sein de votre secteur pour la formation s'il y en a. Revoyez ou établissez une politique interne en matière de formation. Comment est-ce que je dois faire ma demande de formation? À qui je dois m'adresser? Quel type de formation est-ce que l'entreprise offre? Donc tout ça, c'est aussi bien de le formaliser, comme ça vous informez en fait les travailleurs sur leurs droits et sur leurs possibilités. Le cas échéant, et si vous trouvez dans une situation où vous avez payé une formation coûteuse ou longue à un travailleur et vous vous dites c'est quand même un investissement, je ne veux pas que ce travailleur après s'en aille avec l'investissement que j'ai consenti sans que moi je puisse
obtenir un certain remboursement, si vous voulez conclure une clause d'écolage, revoyez cette clause si vous en avez déjà une. Sinon, faites appel à vos conseils pour la revoir ou pour vous soumettre un projet de clause d'écolage. Analyser la meilleure manière alors de concrétiser l'offre d'une formation coûteuse pour l'un de vos travailleurs, par exemple par le biais d'un prêt ou par un remboursement échelonné, et éventuellement analyser l'opportunité de mettre en place un plan cafétéria au sein de votre entreprise dans lequel on aurait la formation comme un avantage qui peut être choisi par les travailleurs. Alors, comme je le disais, nous n'avons malheureusement plus le temps, vu la durée de ce séminaire, de répondre à vos questions maintenant directement, mais vous avez bien évidemment l'opportunité de poser encore vos questions dans le chat box ou même par email. Nos coordonnées sont à la fin de cette présentation et nous y répondrons par email dans les meilleurs délais. Voilà, j'espère que la formation de ce jour aura rafraîchi certaines connaissances ou vous aurez même appris certaines nouvelles choses et nous vous remercions bien évidemment d'avoir été si nombreux avec nous aujourd'hui.